Donc nous voilà de retour pour débuter le deuxième volet de ce premier jour du symposium. Donc pour débuter ce volet sur la prévention, on est en présence du directeur général de Dopamine, Martin Pagé, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Martin. Donc vous allez nous parler aujourd'hui des limites du champ de compétences des organismes communautaires. Pour rappel, il est possible de poser des questions concernant la présentation directement sur le chat virtuel et que nous lirons à la fin de la présentation. Martin, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Martin Pagé, pronom il, consommateur de substances psychoactives, papa de 2 jeunes enfants et directeur de l'organisme Dopaline depuis les 14 dernières années. Merci au Catin, au Portin pour l'invitation. Historiquement, Dopamine et le CAPAC ont fait plusieurs collaborations ensemble, partenariats. Je dis jamais non à Laurence et donc je me suis lancé dans cette aventure sur allons-nous au-delà de nos compétences. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est des discussions qui me tiennent à cœur, mais que je dirais que j'entretiens plutôt dans un mode informel. Là, c'est comme une première fois que je me lance formellement. Donc, oui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à échanger, poser des questions. Donc, c'est sûr que la question, comme organisme communautaire, allons-nous au-delà de nos compétences? J'ai presque le goût même tout de suite de le changer. Là, j'ai-tu accès à des... Oui, il faudrait que je aille sur Play, ça peut pas? Ça, d'accord. Donc, j'ai tout de suite envie de dire au-delà des compétences, parce que je considère, en tout cas, mon organisme et plusieurs organismes avec beaucoup de compétences, mais plutôt la question devrait peut-être être même, est-ce que nous avons des mandats un petit peu qui nous sont imposés par différents paliers, décideurs, bailleurs de fonds? Et puis, moi, ça m'interpelle comme directeur d'un organisme communautaire. Nous sommes dans un contexte difficile, il faut l'admettre. On veut faire quelque chose pour nos communautés. Nos communautés sont impactées par les différentes crises sociales qui nous habitent et les organismes communautaires se retrouvent souvent au cœur, probablement aussi avec beaucoup d'agilité. On peut se permettre de développer rapidement des programmes et essayer de pallier finalement au manque souvent des responsabilités de l'État, en fait. Donc, je prends mon organisme comme exemple, puis l'idée est pas de porter un regard. Ouais, je suis correct dans mon... Je m'en souviens peut-être un peu plus. Ah, d'accord. Je me rapproche. Je suis quelqu'un de proximité, donc je me rapproche. Mais l'idée est plutôt de se poser les questions à l'intérieur de nous-mêmes, ou à l'intérieur de nos organisations, à l'intérieur de nos espaces de réflexion. L'idée est de loin de juger quelles que soient les décisions des organisations, puisque nous faisons tous de l'action communautaire autonome. Mais du moins, si je suis capable de semer ou d'essayer de semer du moins ces réflexions-là pour s'assurer qu'on soit toujours au centre de nos communautés finalement, parce que c'est pour ça que les groupes communautaires nous sommes nés il y a plusieurs années. Alors, si je prends mon organisme comme exemple, Dopamine, pour ceux qui nous connaissent un peu moins, je ne suis pas encore... Mais vraiment d'accord, mais vraiment de proximité, ben ça fait, c'est bon, c'est toujours bon. Donc, si je prends mon organisme, donc Dopamine, pour ceux qui nous connaissent moins, là, on est un groupe qui existe depuis les 30 ans là, dans la communauté d'Hochelaga-Maisonneuve. Notre histoire a commencé par et pour en pleine épidémie du VIH-Sida. C'était un groupe de personnes, de consommateurs, consommatrices de la communauté qui commençait la distribution de matériel de consommation finalement dans le quartier. Dans la littérature au Québec là, de réduction de méfaits, on y retrouve sous le nom du projet pilote Picatou, mais qui est devenu Dopamine par la suite avec ses différents projets et plateformes finalement de rencontre avec la communauté.
La mission, rapidement, tu sais, accueillir, soutenir et accompagner. Puis la raison pourquoi que je mets notre mission comme ça parce que vous voyez, les mots sont importants pour moi. Donc, accueillir, soutenir et accompagner, c'est pas, c'est un petit peu même l'inverse de des fois ce qu'on nous demande de faire, donc d'intervenir sur des situations, de même essayer de contrôler certaines situations dans nos communautés. Alors, notre mission ne va pas dans ce sens-là. Notre mission est vraiment en lien avec l'accueil, avec le soutien, avec accompagner et surtout mettre les personnes au centre de nos actions. Nos valeurs. Nos valeurs qui nous guident à Dopamine sont celles-ci, l'humanisme qui nous dit finalement l'importance de tenir compte de la qualité de vie des personnes plutôt que de leur situation, de leur soi-disant problème, entre guillemets. Donc, l'humanisme est au cœur de nos actions. La proximité pour notre accessibilité, puis ça se définit aussi sur l'évaluation finalement des besoins réels de nos communautés et non pas d'un besoin qui vient de d'autre part que du cœur de notre communauté. Donc, pour nous, la proximité, c'est une valeur importante. Et l'autre, c'est la solidarité qui met au centre notre engagement de toute l'équipe de mon organisation pour être engagé envers les personnes qui fréquentent notre ressource. Contexte de nos organisations, de mon organisation, mais peut-être c'est évidemment plus large. On est dans... les organisations communautaires sont souvent sollicitées pour répondre à des besoins très variés, justement, comme en parler. Nous sommes sous-financés depuis des décennies. Nos grandes batailles, il faut se rappeler, sont le financement à la mission qui nous permettrait d'être davantage plus agiles sur les besoins émergents, les besoins réels, mais à la place, on nous exige de construire des projets et qu'on réponde à certains critères finalement. Donc, pour moi, ça nous empêche un petit peu l'agilité. Malheureusement, on est pris avec ce type de financement-là, une mosaïque financière pour nous permettre d'accomplir nos activités. On a une main-d'œuvre qui nécessite de plus en plus d'être spécialisée. Donc, il y a une difficulté de recruter, mais de former aussi dans nos organisations, spécialement depuis la pandémie, je dirais. Et il y a une importance, en tout cas chez nous, il y a une importance de rester fidèle à notre mission et à l'action communautaire autonome sur laquelle on répond, j'y reviendrai un petit peu plus tard, là, et tout en s'accrochant toujours aux besoins réels du terrain plutôt que des besoins de d'autres décideurs. Malheureusement, je ne vous apprendrai rien après-midi, mais on fait face à plusieurs, je dirais, une multicouche de crise sociale au Québec. On parle beaucoup d'itinérance, on parle de pénurie de logement, on parle souvent de santé mentale exacerbée, donc d'anxiété, de dépression, de troubles psychiques qui est souvent pas bien compris, même par les services un peu plus étatiques. Donc, les gens sont souvent laissés malheureusement à eux-mêmes ou à de l'automédication, par exemple, ou à autre. Il y a un accès limité à des services. Il y a aussi, malheureusement, mais c'est nos batailles, je pense, dans le milieu communautaire, toute la stigmatisation que les gens font face pour se trouver un logement, pour aller chercher des soins, finalement parce qu'ils sont consommateurs et consommatrices de substances ou ils se font étiqueter pour leur activité. Donc, il y a tout ce poids-là qui pèse. On ne peut pas ne pas parler de la crise des substances contaminées. Au Québec, au Canada, on fait face à des produits qui sont contaminés, qui se changent énormément rapidement. Donc, on doit constamment, les milieux communautaires, s'adapter à ces réalités-là. Et on a plusieurs stratégies pour y arriver, entre autres sur les salles de consommation supervisées ou les services d'analyse de substances aussi qui favorise, mais qui est quand même une réalité à laquelle, malheureusement, beaucoup de nos membres de la communauté perdent la vie depuis de nombreuses années au Canada, d'ailleurs.
Tout ça, ben, ça crée aussi beaucoup de pression sur les programmes, entre autres communautaires. Et pourquoi? Parce que nous sommes présents souvent et à des moments aussi atypiques, je devrais dire, mais pour nous, c'est plutôt typique, mais pour un système qui est plutôt sur un mode 9 à 5 de semaine, c'est sûr que nos organisations sont souvent seules les soirs, la nuit, la fin de semaine à répondre. Donc, ce qui nécessite une pression, on exerce une pression sur nos équipes de travail et la précarité économique, donc la crise de l'inflation aussi vient peser là, le tout un peu. Donc, c'est un cocktail très explosif, selon moi, qui fait en sorte que nos organisations sont en déséquilibre constant. Je suis bon dans le temps? Bon. Oui. Bon, c'est fantastique. Alors, j'essaie toujours de porter toujours des petites questions d'auto-évaluation quand on nous approche pour développer ou pour faire davantage d'initiatives. Alors, je vous les mets là, mais pour moi, c'est tout le temps une petite grille d'analyse pour moi avant même de pencher si je peux voir si mon organisme est capable de faire un projet ou de développer quelque chose. Donc, avons-nous l'expertise et les connaissances nécessaires pour adresser ce qui nous est demandé? Nos ressources humaines, matérielles, sont-elles suffisantes? Trop souvent, les groupes communautaires, on a coupé dans les frais d'encadrement, de gestion, et on ne devrait pas faire ça. On devrait maintenir et offrir des projets pour l'ensemble de nos communautés, de nos équipes de travail qui sont suffisantes. On ne devrait jamais partir d'un projet avec finalement ces trous-là. Est-ce que le projet est conforme à ce qui nous est demandé? Il est conforme à notre mission, finalement. Pourquoi on existe, aussi. Et est-ce qu'il y a des risques pour les personnes qui nous fréquentent? Et là, en réduction des méfaits, on dit souvent, si tu ne sais pas quoi faire, il faut s'arranger pour ne pas nuire. Alors, pour moi, c'est important de mettre de l'avant les besoins de nos communautés sont, en ce moment, il y en a beaucoup. Est-ce que nos organisations répondent à tout? Non. Et par contre, on veut tenter de répondre à un maximum. Mais il faut toujours se poser comme question les paramètres du programme donné de financement. Est-ce qu'il peut finalement venir nuire aux personnes? On parle de stigmatisation, de criminalisation, etc. Donc, il faut toujours, en tout cas, toujours se poser ces questions-là. Et est-ce que c'est ce qui nous est demandé finalement répond au principe de l'ACA, dont notre autonomie, de s'assurer que les personnes concernées soient au cœur de la réflexion des discussions. Est-ce qu'on est en solidarité avec une action sociale qui est plus directe? Donc, est-ce que la gestion est démocratique? Est-ce que la transparence est au rendez-vous aussi dans le bailleur de fonds? Alors, pour moi, c'est des questions qui sont importantes à mettre de l'avant pour pouvoir développer de nouveaux projets ou de nouvelles programmations. Alors, il y a aussi, je l'ai sauté tantôt, mais on nous parle énormément ces temps-ci et de cohabitation. Et on dirait qu'on évacue toutes les réalités des personnes qui vivent dans nos communautés, qui sont des citoyens et citoyennes à part entière, et on nous martèle le mot cohabitation. Et maintenant, j'ai trouvé ma phrase qui ne vient pas de moi, là, mais qui est Michel Parazelli qui disait pour cohabiter, il faut d'abord habiter. Donc, pour moi, j'essaie de contrer un petit peu cette pression-là de cohabiter parce que nos communautés devraient avoir accès à des logements abordables, à un système de santé non stigmatisant et abordable. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et là, l'emphase est mise ces temps-ci sur la fameuse cohabitation qui me fait, je dois dire, des fois, dresser les poils sur les bras parce qu'il y a tellement de besoins et de manques
Et alors, c'est comme si on met la cohabitation en avant même de répondre aux besoins de base des communautés. Alors, voilà. Donc, en conclusion, identifier nos limites, pour moi, c'est un signe de professionnalisme. Bien que plusieurs besoins restent à combler dans plusieurs communautés, on doit plutôt favoriser du partenariat, des collaborations avec d'autres organisations. Et je pense que c'est une de nos forces quand même dans le milieu communautaire de pouvoir s'allier avec des partenaires aussi. Je mentionnais en hépatite C, on a fait plusieurs projets, même d'accompagnement au traitement pour l'hépatite C avec CAPAC et tout ça. Donc, il y a des façons de faire qu'on peut allier finalement nos compétences. Est-ce que notre rôle est de répondre aux besoins réels de nos communautés, mais en préservant l'autonomie et nos valeurs aussi? Pour moi, c'est quelque chose que je tiens. Accepter des commandes de l'État qui manquent à ses responsabilités risquerait de détourner nos ressources et compromettre notre mission. Et je devrais même aller plus loin, plus dire même notre lien de confiance qu'on a envers la communauté aussi, puisque on est plus là en termes de soutien, d'implication, tout ça, et agir avec indépendance, éthique et solidarité en privilégiant les projets qui renforcent la communauté et qui respectent pleinement les principes de l'ACA. J'ai toujours aussi mis de l'avant que on ne doit pas, comme organisme communautaire, que offrir des programmes et des services. On doit aussi défendre les droits des personnes et on doit aussi combattre la stigmatisation. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre. L'action communautaire devrait être équilibrée entre ces deux sphères-là, je dirais. Et merci beaucoup, Martin, pour cette présentation. On va passer à la période de questions s'il y en a dans le chat. Non, on te signe que non. Donc, on va passer à la prochaine présentation maintenant concernant le ciblage spécifique et l'invisibilisation des autres. C'est Stéphanie Roy, qui est intervenante en prévention ITSS et surdose, ainsi qu'intervenante VIH, VH... je me suis trompé, pardon. Qui est en ligne. Je pense qu'il est en ligne. Oui, pardon, Stéphanie, voilà. Donc, Stéphanie qui est en ligne, pardon. Donc, Stéphanie Roy, qui est intervenante en prévention ITSS, on vous voit, et surdose, ainsi qu'intervenante VIH, VHC pour Iris Estrie, et qui se joint à nous virtuellement aujourd'hui. Bonjour Stéphanie. Mais quand vous êtes... Police, je ne pas être là, c'est la nuit des sans-abri demain. C'est un peu difficile d'être en présentiel. on vous a quand même avec nous aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. Donc, quand vous êtes prête, la parole est à vous, Stéphanie. Oui. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Stéphanie. Comme mentionné, je travaille à Restistrie en prévention ITSS surdose. Donc, pourquoi le ciblage spécifique et invisibilisation des autres, un frein à prévention aux ITSS? Mais en fait, c'est en lien avec une observation qu'on a eue selon un contexte, que je vais vous en parler un peu plus loin. Iris, on a vu une capsule là, tantôt, donc je vais peut-être passer un petit peu plus rapidement, mais on est un organisme en prévention ITSS surdose dans la région de l'Estrie. On a un mandat suprarégional, donc on couvre vraiment un très grand territoire. On a plusieurs volets, dont UDI-CPS. On a le volet 4 Women, on a le volet auprès des personnes de la diversité sexuelle et de genre, Arsa Caméléon, volet itinéraire et auprès des jeunes. Et on a une panoplie de services aussi en prévention, bien sûr. Donc, distribution de matériel, on fait des formations, beaucoup d'éducation, on a du café social, on fait du terrain aussi, distribution de condoms, donc, etc. On a plusieurs services. Donc, on peut changer. Donc, le contexte, comme que je parlais là, au début, là, pourquoi qu'on s'en vient à ce questionnement-là, on peut reculer, s'il te plaît. On va reculer si on peut reculer. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Non. Oui, c'est ça. Ça vient en fait du contexte. Le contexte, c'est la pandémie COVID-19. Moi, je vous parle environ, c'est de 2021-2022, nos observations, mais qu'on peut voir que ça perdure aussi dans le temps, même aujourd'hui. On va en parler juste un peu là, rapidement au niveau de la pandémie, mais on sait qu'il y avait la majorité des cliniques de dépistage étaient fermées. En tout cas, nous, je parle en Estrie, là, je ne peux pas parler des grandes villes, là, mais en Estrie, la majorité était
fermée. On en avait une et on avait seulement le CIDEP aussi qui était ouvert, qui est seulement pour les populations vulnérables, en fait, les mêmes populations que nous, on rejoint. Donc, nos lieux de référence étaient nuls, à part, comme je vous dis, ces 2 endroits-là. Donc, on peut changer. Dans le fond, on avait beaucoup de téléphones. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner dans nos locaux. On est habitué d'avoir des références par téléphone au niveau des dépistages, mais jamais à ce point-là. Le 2 tiers de nos appels, en fait, c'était que pour du dépistage. Et la majorité de ces appels-là, c'était vraiment la population générale qui nous contactait dû qu'il n'y avait pas de clinique de dépistage pour eux, il n'y avait pas accès à leur médecin, ils ne pouvaient pas aller à l'hôpital pour un dépistage non plus, c'était comme pas possible dans ces temps-là. Donc, puis la clinique de dépistage, la seule qu'on pouvait référer à ce moment-là, ne faisait pas de prise de sang, donc c'était juste avec la mésogonorrhée. Donc, ces personnes-là ne pouvaient pas avoir un dépistage complet, en fait. Puis ce qu'on a remarqué pendant ces appels-là, pendant cette année-là, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes symptomatiques. Donc, étant une personne symptomatique, il faut voir un médecin. On ne peut pas aller voir une infirmière. Donc, bonne chance de trouver un médecin dans ces temps-là. Puis même leurs médecins, s'il y avait des médecins de famille, n'avaient pas de temps accès à leurs médecins. Donc, ça finissait que ça causait beaucoup de problématiques. On peut changer. Donc, notre premier constat, bien sûr, c'était que les populations vulnérables, nos populations qu'on rejoint, pour eux, c'était vraiment facile d'accès pour le dépistage complet avec le CIDEP. Ils venaient dans nos locaux, puis on le faisait aussi dans certains organismes communautaires pour les rejoindre. Donc, c'était beaucoup plus facile pour eux. Mais ce qu'on voyait, c'est que la majorité de ceux des appels qu'on avait ou des gens qu'on pouvait côtoyer, la population générale était privée de dépistage complet, en fait. Il y avait le droit à une seule endroit, chlamydia-gonorrhée, mais non au niveau de l'hépatite C puis le VIH. Donc, ça causait quand même un problème. Et ce qu'on voyait beaucoup au téléphone, c'est qu'il y avait beaucoup de détresse auprès de ces personnes-là parce qu'il n'y avait pas accès à rien de ça. Et aussi, il y en avait beaucoup qui étaient symptomatiques. Donc, ça devenait problématique pour eux. Puis, on avait même des appels. Les personnes étaient en crise parce qu'il y avait des symptômes quand même assez sévères. Puis, vu qu'il y avait juste un seul endroit pour pouvoir voir un médecin, c'était plus compliqué, c'était beaucoup plus long. Donc, des fois, tu sais, il faut y aller le plus rapidement possible lorsqu'on a des symptômes. Fait, des fois, c'était très long, une très longue liste d'attente là, pour pouvoir accès à ce médecin-là. Puis nous, ben, en fait, on était un peu désespérés de tout ça. On ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi leur dire au téléphone. Même nous, on devait être honnête avec eux. Des fois, on était comme, on ne sait pas. On ne savait pas où les référer, quoi faire. Donc, on était un peu désespérés. Puis surtout, fâchés de tout ça, là. On ne trouvait pas de moyens, en fait, là, pour pouvoir faire une bonne référence puis que ça soit adéquat pour eux. Faut tourner. Donc, comme tout organisme communautaire et autonome, on est en recherche de solutions constamment. C'est sûr, on va essayer de trouver des moyens. Donc, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le long, on discutait beaucoup avec nos infirmières SIDEP, avec la DSP, qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas de prise de sang à l'endroit qui était disponible, qu'on faisait part de nos observations constamment au niveau des appels qu'on avait, des détresses qu'on avait aussi au téléphone, puis du fait aussi que nous, on ne pouvait pas non plus les référer nulle part. Ça devenait quand même assez problématique. Puis à tel point que même le système, genre, le 8-1 nous référait des gens pour le dépistage, tellement qu'il n'y avait pas d'endroit pour se faire dépister. Donc, tu sais, on voit qu'il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. Donc, c'est tout le temps en discutant avec eux, là, on essaie de refaire tout le temps nos références. On appelait partout savoir qu'est-ce qui était disponible, qu'est-ce qui ne l'était pas. Mais c'était tout le temps à refaire, c'était tout le temps la même affaire. Donc, il n'y avait toujours pas d'endroit. Donc, les gens reposaient souvent sur nous. Puis, donc, c'est ça. Puis nous, on avait les mains liées à ce moment-là. On ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Donc, c'est ça. C'était en discutant beaucoup, en donnant tout le temps nos observations. On trouvait que ça n'avait pas de sens. Puis même nos infirmières là, le voyaient que ça n'avait aucun sens, toute cette problématique-là. Donc, il fallait qu'on trouve de quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On peut changer. Donc, j'ai pris contact avec
une compagnie pharma-Gilead. Bien sûr, parce que le gouvernement, bon, donne pas d'argent. On est pauvre comme organisme communautaire également. Donc, c'est un peu difficile de trouver des financements pour essayer de pallier un certain problème que le système de la santé ne pouvait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai contacté Gilead. On a expliqué c'était quoi la problématique, c'était quoi les avenues qu'on pouvait avoir avec eux. Pour que ça puisse cadrer aussi dans leur mission à eux aussi. Donc, aussi en discutant avec le CIDEF, c'est voir est-ce qu'eux peuvent participer à nos projets. Un de nos projets, ça ne veut pas dire que le CIUS va donner l'accord aux infirmières de venir faire du dépistage, admettons, qui n'est pas en lien avec les populations qui ne sont pas vulnérables. Donc, c'était avoir beaucoup de discussions. Puis, en fait, tout le monde était vraiment d'accord avec qu'on se mette ensemble, en fait, là, pour pouvoir pallier une certaine situation. Donc, on a fait une demande de commandite à Gilead. Ils nous ont accordé le montant. Donc, on a pu mettre en branle le projet. Donc, puis tout le monde était avec nous dans tout ça. Donc, ça, on était approuvé. Et le projet. Notre projet, c'était de tenir 5 cliniques de masse dans nos locaux, bien sûr, à Iris-Estrie, auprès de toute population. Donc, que ce soit vulnérable ou général, tout le monde avait accès au dépistage. Donc, c'était 5 cliniques sur un an qu'on a fait. Ça, c'était pour essayer de pallier au manque d'endroits pour se faire dépister. Donc, c'est les infirmières qui nous accompagnaient, c'était le CIDEP et la clinique des jeunes. On avait quand même vraiment une grosse équipe là, pour que ça bouge, pour pas qu'il y ait beaucoup de temps d'attente non plus lors des cliniques. Donc, c'est comme une des premières fois que le CIUS se rallie à un projet autre qui n'est pas en lien avec leur mission, comme mettons les CIDEP, c'est les populations vulnérables. Donc, nous, c'était vraiment toute population. Fait que c'était vraiment le fun de voir qui embarquait avec nous là, dans ce projet-là. Mais bien sûr, il faut qu'on connaisse ce projet-là. Donc, on a fait des communiqués de presse, on a fait beaucoup d'affichage, beaucoup de publicité. Puis ça a quand même assez bien fonctionné. Dans le fond, comment ça fonctionnait, nos cliniques de masse? C'était sans. Tu peux rester là, c'est correct. Non, tu peux retourner. Tu peux changer. Oui, c'est ça, merci. Nos cliniques, dans le fond, de dépistage, c'était sans rendez-vous. C'était carte d'assurance maladie ou pas. Ça pouvait être de façon anonyme. C'était des 14 ans et plus aussi. Donc, on essaie de comprendre le plus de personnes possible là, dans nos locaux. Donc, on a eu en tout et partout 105 personnes qui sont venues se faire dépister dans nos locaux via ces 5 cliniques de masse-là. On a plusieurs, ce qu'on a pu voir. Puis, oui, aussi, on a fait 105 counseling aussi. Donc, c'est pas juste un dépistage. Tu viens de faire dépister et bye-bye. Nous, on veut les rencontrer avant, on veut discuter un peu avec, connaître un peu leurs risques. On parle un peu de leur stratégie de prévention et tout. Donc, c'est tout le monde qui a eu droit à un counseling aussi en même temps. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y en avait vraiment beaucoup qui n'ont jamais été dépistés là-dedans. Donc, c'est assez étonnant. Il y avait beaucoup un manque d'éducation au niveau des risques, au niveau de leur prévention, au niveau de leur stratégie aussi. Le manque de connaissances était quand même assez flagrant. On a eu quelqu'un que ça faisait au-dessus de 60 ans qui n'avait pas été dépisté. On peut se le dire que c'est ça. On a eu des personnes de tout âge aussi en même temps. On a eu jusqu'à 80 quelques années, là, donc c'était quand même le fun de voir que ça l'a pogné quand même assez bien, ces cliniques-là. On a dû faire beaucoup de démystification là, auprès de certaines personnes qui n'avaient aucune connaissance là, au niveau de la prévention en ITSS. Donc, c'est ça. On peut voir aussi ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils sont très, très mal desservis en dépistage au niveau de la population générale. Je veux dire qu'ils ne sont pas bien desservis en matière d'ITSS, de dépistage là, et de prévention. Puis là, ça a tellement bien fonctionné, ce projet-là. Je vais juste faire une petite parenthèse, que même depuis ce temps-là, bon, quelques fois par année, avec les CIDEP, on fait des cliniques de masse là, avec eux. On les appelle les Je passe le test. Donc, on a continué à faire ce modèle-là parce que ça fonctionne, puis ça pallie un peu un problème. Mais en même temps, ça reste un autre problème parce que ça veut dire que le gouvernement ne fait pas sa job comme du monde. Ben, ça n'en parle, ça n'en dit long. Au niveau de la problématique qu'on peut continuer à voir, c'est qu'il y a encore l'accessibilité au niveau du dépistage. Ça reste que c'est en milieu éloigné, là, ça reste encore une problématique. Donc, bon, bien sûr,
c'est bon. Il y a peut-être un peu plus d'accès, mais ça reste que c'est quand même difficile. On reçoit encore beaucoup d'appels là, au niveau des personnes qui cherchent des endroits pour se faire dépister. Au niveau, ben, on trouve qu'il y a des lacunes dans le système de la santé, bien sûr. Il n'y a pas de prévention en ITSS, presque ou pas. Les personnes symptomatiques, s'ils n'ont pas de médecin de famille, c'est bonne chance. C'est pas facile de se trouver un médecin rapidement pour un dépistage. Il y a beaucoup de mauvaises de références aussi qui se fait de du système de la santé. Donc, il y a le système de la santé au 2081 va nous référer des gens pour des pap tests, pour des gynécologues, donc pour aussi des personnes symptomatiques, tandis qu'on ne fait rien de ça, en fait, pas du tout, pas du tout. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dedans au niveau de la référence, clairement, qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Euh, au niveau de la population générale, bon, comme j'ai nommé, ça reste que c'est une population qui est quand même très mal desservie. Sont peu éduqués. Ils prennent beaucoup de risques. Ils ne connaissent pas non plus c'est quoi les risques qu'ils prennent. J'ai l'impression que pour eux, ils ne trouvent pas que c'est des risques, mais en fait, ça en est. Puis ce qu'on a pu constater aussi, que j'ai oublié de nommer, c'est que souvent, auprès de la population générale, c'est qu'ils font partie de nos populations qui sont vulnérables, mais qui n'en ont aucune idée, qu'ils ne le savent juste pas, qu'ils font partie de nos populations, parce qu'on a pu connaître de nouvelles personnes de cette façon-là. Puis depuis ce temps-là, ils prennent des services auprès des ressuscités parce qu'ils prennent les risques, ils font partie des populations vulnérables. Donc, c'est ça. Et ils connaissent peu leur stratégie en prévention. Puis au niveau des manques de financement, ben, on sait bien, il y a beaucoup de coupures dans les subventions. Il n'y a pas d'argent en ITSS. Ils coupent dans les condoms. Même nous, on était coupés 40 dans nos condoms quand on en donne une panoplie par année. Donc, tu sais, ça reste que c'est problématique. Ben, les organismes, on peut financer en ITSS, on le sait très bien. Ça restreint aussi toutes nos pratiques qu'on peut faire. Mais en même temps, ça démontre aussi que le gouvernement, bon, leurs responsabilités, ils ne le prennent pas en matière d'ITSS, de prévention. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas pallier à toutes les problématiques non plus au niveau de leurs lacunes, en fait. On peut switcher. Et des solutions, ça serait dans les grandes solutions, mais bon, on peut quand même espérer que ces choses-là pourraient aller mieux. Ben, dans le fond, si on veut diminuer la transmission des ITSS de façon importante, ben, je pense qu'il faut cibler tout le monde et pas discriminer les autres. Donc, tu sais, c'est pas juste les populations vulnérables. Je pense qu'il faut aussi que ce soit les autres populations, donc population générale, qu'on laisse souvent de côté. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire venant de tout le monde de ce niveau-là. Puis si on veut respecter les stratégies nationales en matière des ITSS, ben, je pense qu'il faut que le gouvernement se mette en action, qu'ils prennent la responsabilité. Tu sais, nous, je pense que le communautaire, on en fait vraiment beaucoup, en fait, avec le peu qu'on a. Mais au niveau du système, il y a beaucoup de lacunes. C'est pas top, en fait. Puis on le sait, au Québec, là, au niveau de la prévention, on n'est pas dans les meilleurs. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Puis si on veut éradiquer le VIH, il faudrait honorer l'entente signée en 2030. Puis il faudrait que tout le monde se mette à la tâche. Donc, et voilà. C'est cela. Ben, merci Merci. beaucoup, Stéphanie. Alors, on a quelques questions suite à la présentation. Une première de Yami Morin. Avez-vous reçu de l'aide par rapport aux nombreux appels et ou par la suite, y a-t-il eu une explication pour expliquer la situation? Par rapport à quoi? Par rapport aux nombreux appels que vous avez reçus. Ben, les nombreux appels qu'on a, c'est que les gens cherchent des endroits. Parce qu'on clique sur, mettons, sur Google, dépistage Sherbrooke, ça va nous amener directement à nous. Souvent, c'est Ressuscité qui va sortir. Donc, les gens, ben, c'est sûr qu'ils venaient se diriger automatiquement vers Ressuscité. Puis c'est là qu'on avait tous ces appels-là constants. C'était sans arrêt, c'était à tous les jours, c'était non-stop. Aujourd'hui, on en a encore, mais c'est plus autant présent comme avant, mais on en a tous les jours pareil, là, des appels qu'on doit faire des références au niveau du dépistage. Ça reste, mais à ce moment-là, dans ce temps-là, c'était sans arrêt. C'était tout le temps. Mais donc la question était plus sur est-ce que vous avez reçu de l'aide suite à tous ces appels que vous avez reçus Des lettres? De l'aide, pardon. De l'aide. Ben, en fait, l'aide qu'on a eue, pas tant. L'aide qu'on a eue, c'est le projet qu'on a créé avec le CIDEP, avec Lilia, bon, tout le monde ensemble, qu'on a fait ça ensemble. Mais de l'aide telle quelle, non, on n'en a pas eu de l'aide telle quelle. C'est nous qui avons trouvé une solution pour essayer de pallier un problème. D'accord. Une deuxième question. Est-ce qu'il y a une programmation ou des dates préétablies pour les dépistages accessibles à tous? Et si oui, comment les avoir? Nous, en fait, quand on a une clinique de masse qui se fait à Iris-Estrie, on la fait sur nos réseaux. C'est disponible. On peut le trouver sur nos réseaux ou nous appeler. La date est tout le temps préétablie. Comme la prochaine, c'est le 18 novembre, si je ne me trompe pas. C'est le 18 novembre à Iris-Estrie. Puis c'est toute la journée. C'est de 9h à 7h le soir.
Donc, c'est toute la journée, là, il y a pas d'heure de dîner, c'est ouvert toute la journée. Mais toutes les autres fois d'avant, quand on en a, oui, c'est établi. On fait des communiqués de presse, pas tout le temps. À l'occasion, on en fait. Ou sinon, sur nos réseaux sociaux, c'est là tout le temps. Puis on peut toujours appeler Irrésistible aussi pour les avoir. Super, merci beaucoup Stéphanie. Ça fait plaisir. Donc, ce qui nous amène maintenant à la prochaine présentation. Voilà, merci. Intitulée Hépatite C de l'humain à la guérison. Et c'est Marie-Claude Forêt qui est infirmière auxiliaire pivo-hépatite ressources également, lauréate en 2018 du prix de la collaboration interprofessionnelle, une voix pour les patients. Donc, il va nous la présenter. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Quand vous êtes prête, la parole est à vous. Ah, bien, merci. Alors, premièrement, bien, merci à CAPAC et au Comité Désir. Je pense qu'on avait soulevé des bons points qui sont soulevés aujourd'hui, puis je pense que justement, on va tous dans le même sens. Alors, qui sommes-nous? Ben, on est un organisme communautaire qui était basé, qui était ouvert en 98 par M. Laurent Pontbriand. Puis justement, nous, on est spécialisé en hépatite virale. Alors, nos services sont adaptés vraiment à toutes les personnes infectées et affectées. Là, pourquoi que c'est de l'être humain à la guérison? Parce que justement, nous, on voit l'humain avant le virus. Puis c'est ça qui est important pour avoir un suivi global, puis que chaque personne se sente respectée, soit dans ses coutumes, dans ses valeurs, dans son être. C'est ça qui est important. Alors, tu sais, le virus, ben, il circule toujours, fait que ça reste que les comportements à risque aussi. C'est sur ce point-là que je vais mettre beaucoup d'emphase, c'est le manque d'information, de sensibilisation. Tu sais, on est vraiment rendu là. L'information circule maintenant peu sur les hépatites, c'est quoi les facteurs de risque, qu'est-ce qui est disponible. Alors, tu sais, on comprend que l'hépatite C, ça se guérit, mais la prévention est vraiment essentielle. Alors, aussi en hépatite C et en hépatite B, on est encore bien présent dans les milieux précaires. Tu sais, justement, l'itinérance, les personnes qui utilisent des substances, les personnes en rupture avec les soins aussi, parce qu'on s'entend, comme on parle depuis tantôt, hein, on s'entend que dans le réseau de la santé ou dans le suivi des soins, bien, des fois, il y a des services manquants. Fait qu'on essaie d'être là vraiment pour les personnes. Alors, beaucoup de personnes ne se sentent pas interpellées encore en 2025 parce que justement, les facteurs de risque ne sont pas justement véhiculés, ne sont pas discutés. Mais tu sais, qu'est-ce qu'est un risque et la vulnérabilité? On en a parlé tantôt. Mais une personne âgée aussi est vulnérable, puis elle ne sait peut-être pas, elle, qu'elle a reçu une transfusion sanguine qui était contaminée. Fait que tu sais, le mot vulnérable peut être un mot qui est vaste. Alors, notre modèle, il est adapté à l'humain, justement, la prévention, qui est vraiment dans nos ateliers interactifs, qui est un de nos portes d'entrée, parce que justement, quand on fait des séances d'information sur la prévention, sensibilisation, bien, ça nous permet d'avoir un contact direct avec la personne. Puis comme ça, on est capable de faire vraiment un suivi qui est biopsychosocial, parce que, tu sais, on est beaucoup plus que santé, nous, à notre clinique. On est aussi beaucoup dans le psychosocial. Alors, on est humaniste, bien sûr, comme on dit depuis tantôt, justement, c'est que chaque personne soit écoutée, respectée et accompagnée, qu'elle se sente justement qu'on est là pour l'épauler. Alors, on fait le côté global, nous intervenons, comme je disais tantôt, vraiment le biopsychosocial. On est souple et mobile parce que justement, comme on dit depuis tantôt, c'est que c'est la personne avant tout. Fait qu'on veut s'adapter à elle. Fait qu'on fait autant, on a 2 bureaux physiques, mais on a aussi un service qui est mobile. Fait qu'on se déplace dans les milieux, on se déplace où c'est que les besoins sont, puis où les organismes ont besoin aussi. Fait que c'est pour rester le plus malléable possible. Puis la sensibilisation, c'est vraiment la réduction des risques. Tu sais, nous, que la personne, de où elle vient, où elle s'en va, bien, on l'accompagne. Fait que peu importe qu'elle consomme pas, on est là pour elle, on ne la juge pas parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation. On en parlait tantôt au point de vue du domaine de la santé, c'est réel. Alors, on est une denrée rare, ceux qui sont dans notre domaine, qui ont une compréhension là, de la personne vulnérable. Alors, notre clientèle cible, là, bien sûr, c'est... on parle de tout ce qui est nos priorités en hépatite C, puis encore là, on met des bien grands mots, mais toute personne peut avoir subi une vulnérabilité dans le passé, puis pour nous, on est vraiment dans le côté de dépister tout le monde. Parce que justement, on va chercher des fois des personnes qu'on ne penserait pas. L'hépatite C, c'est souvent qualifié d'une maladie silencieuse. Justement, on en reste là. Tu sais, ça prend 15 à 20 ans avant d'avoir un symptôme. La personne, oui, mais je me sens pas malade. Oui.
mais c'est peut-être toi qui a pris un risque puis qui est porteur. La maladie, ben, c'est sûr, comme on sait, elle attaque le foie, se transmet principalement par le sang. Même sec, on sait que le sang, il reste quand même jusqu'à 6 semaines survivant sur une surface. Quand que je dis ce point-là à notre clientèle et qui ont eu des facteurs de risque, je vous dirais que c'est un nom de choc parce qu'ils ne le savaient pas. Fait que là, ils repensent tout à leurs facteurs de risque et puis c'est là qu'ils font comme « OK, wow, je me suis mis à risque puis je le pensais pas ». Alors, il y a quand même 75% des infections qui sont pas de symptômes aussi. Fait que les diagnostics sont souvent parfois trop tard, encore en 2025. On dépiste encore des personnes qui ont été contaminées en 70, en 80. Mais quand je les dépiste aujourd'hui, on s'entend, on se rappelle, hein, jusqu'à 15 à 20 ans avant d'être malade, ben c'est des personnes souvent qu'on accompagne encore dans la mort. Fait que c'est pour ça que nous, on est vraiment dans la faut faire des dépistages précoces, faut dépister tout le monde. Faut pas juste se baser là, nécessairement à notre fameuse liste de personnes prioritaires. Fait que, comprendre notre réalité pour mieux agir. Nous, dans le fond, en 2024-2025, j'ai fait 614 dépistages avec l'OraQuick, qui est quand même un dépistage rapide en des étapes très simples. On parle 1, 2, 3. On parle de rencontrer, faire la sensibilisation. On fait justement le test et la lecture. Puis en même temps, ça nous permet de faire de la prévention, sensibilisation face aux facteurs de risque que la personne nous parle. Parce que quand on est seul avec elle, justement, c'est nous qui engageons la conversation et non lui. Alors, c'est moins gênant souvent pour la personne. Alors, parce que justement, c'est un professionnel qui amène justement la conversation sur les facteurs de risque et tout ce qui englobe tout ça. On a quand même 56% des participants que leur facteur de risque, c'était par les voies intranasales. Puis là, ça surprend vraiment tout le monde quand on les rencontre de dire, ben oui, tu as partagé, tu as pris un risque. Parce que justement, c'est une information qui est peu véhiculée. 41%, c'était justement par l'inhalation fumée hors cannabis. C'est quand même assez impressionnant. Puis gardez 8% par injection. Je pense que notre travail des dernières années de faire de la prévention, sensibilisation au point de vue de l'injection, mais je pense qu'on a réussi de ce côté-là. Il y a quand même vraiment une grande avancée, en tout cas, nous, de notre côté, en région. Puis on a 22% qui n'étaient pas vaccinés de façon adéquate ou pas vaccinés pour l'hépatite B avec un programme qu'on a ici, justement, sa vaccination. Je pense qu'il faudrait ouvrir nos yeux de ce côté-là puis justement aller voir au point de vue pour être sûr que toutes les personnes peuvent être au moins immunisées pour l'hépatite B. Si on prend un risque pour la C, ils ont pris un risque pour la B aussi. Là. Fait que, essayons d'être présents. Alors, nos modes de transmission, bien, justement, là, c'est notre tableau que je viens de parler. Puis j'aime beaucoup le montrer parce qu'on regarde violence. On en parle très peu, justement, dans la prévention, que justement, bien, on est beaucoup dans le milieu carcéral, dans le milieu de la dépendance, dans le milieu de la rue. La violence est de plus en plus élevée. Il faut être capable d'aller voir ça puis dire, est-ce que tu as été victime ou auteur de violence? Y a-t-il du sang? Puis souvent, ceux qui ont été en incarcération vont faire, ouais, peut-être. Puis le tatou, c'est la même chose, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être capable de parler avec la personne puis de parler de tous les facteurs. Notre premier contact, bien sûr, c'est justement quand on est là, juste pour offrir des dépistages avec, dans les centres de dépendance, parce qu'en Mauricie, Centre du Québec, on a 2 centres en dépendance qu'on appelle sans hépatite. Ça veut dire qu'à l'admission, ils font tous un test rapide de l'hépatite C, parce que s'ils rentrent en dépendance, ils ont des chances, ils ont tous eu des facteurs de risque. Que ça nous permet de les dépister très rapidement en début de thérapie, puis être capable de faire comme tout le suivi pendant qu'il est là, parce que c'est un bon moment pour la personne. Alors, c'est un accès qui est rapide, fait qu'immédiatement, quand il est dépisté, on fait la prise de sang, on fait le fibroscan, puis on fait tout en le premier rendez-vous pour être sûr qu'on ne l'échappera pas puis qu'il se sente pris en charge. Fait que je ne le rencontrerai pas 2 puis 3 fois faire la prise de sang, une fois. On fait tout. Comme ça, justement, il n'aime pas ça, les prises de sang. C'est pour ça qu'il aime l'OraQuick, c'est juste une petite piqûre, fait que ça, c'est moins évasif. Mais quand on entend, immédiatement, on le prend en charge, puis habituellement, c'est là qu'on a des belles réussites. Alors, après ça, quand on reçoit les résultats de laboratoire, ils rencontrent notre médecin. On a un médecin chez nous, soit en présentiel ou en télémédecine. Fait que, tu sais, vraiment, on s'adapte à la personne. Ça ne peut pas se rendre chez nous. Elle rencontre le médecin. Immédiatement, le traitement il est prescrit. T'sais, en 1 minute, on sait l'autorisation. Fait que, tu sais, c'est pas une embûche, là. Fait que, à part son traitement, fait que souvent, après le médecin, 24-48 heures, le traitement il est débuté.
Par la suite, durant le traitement, ben, c'est des suivis selon la personne. Comme on disait, c'est notre point d'entrée, c'est elle la personne principale. Alors, on s'adapte à elle et chez nous, on fait, dans le fond, l'SVR 4. Dans le fond, c'est la confirmation de guérison à 4 semaines après la fin du traitement, selon le modèle astral. On s'est basé sur lui parce que après 12 semaines, c'est long 12 semaines. Ça se peut que, justement, je ne le voie pas 12 semaines, mais au moins, après 4 semaines, ben, c'est fait. Alors, même si je le perds de vue ou qu'il retourne, peu importe où il vit, où il s'en va, mais j'ai la confirmation qu'il n'est plus porteur de l'hépatite C. Fait que quand on disait tantôt, nous, en 4 rendez-vous, 4 mois, on est capable d'amener la personne en guérison. Alors, comme je disais tantôt, facile, un Quick, pouf, 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 3 étapes. Et puis, justement, on a la réponse immédiatement. Ça, c'est nos taux quand même là, de positivité d'hépatite C à Mauricie-Centre du Québec de 2019 à 2025. On voit quand même qu'on a une bonne prévalence là, dans notre région. Je baise, mon plus bas, c'est 4,5, puis on met 4,45, puis quand on parlait de la COVID tantôt, on était le seul organisme à couvrir notre région pour les tests, justement, parce que les autres infirmières CIDEP avaient été rapatriées ailleurs. Mais on a quand même toujours des bons taux de prévalence. Ça, c'est vraiment notre protocole. Quand je disais 4 rencontres, 4 mois, c'est ça, la première rencontre, ça, c'est notre protocole, justement, dépistage rapide, puis après ça, on enclenche vraiment tout le suivi au complet. Fait que ça passe justement du biopsychosocial, de savoir si dans la rue, est-ce que tu as assez de nourriture. Tu sais, c'est de là qu'on travaille beaucoup avec les autres organismes communautaires parce que moi, je suis une infime partie de la guérison. Souvent, quand ils sont avec déjà des intervenants de rue ou des travailleurs sociaux, bien, c'est avec eux souvent qu'ils ont un bon lien de confiance. Fait que on utilise toutes nos ressources qu'on a de besoin. Deuxième rencontre, on voit rendez-vous avec le médecin. Troisième rencontre, on fait la prise de sang. Quatrième, on a nos taux là, justement pour savoir si la personne a bien répondu au traitement. Ils sont tellement efficaces maintenant que c'est plus une question qu'on se pose. Nous, chez nous, c'est tellement accessible. Pourquoi ne pas l'offrir? C'est simple maintenant d'avoir accès à un traitement d'hépatite C, mais il faut juste être là pour les accompagner. Puis par la suite, on fait des tests de dépistage là, pour les personnes, là, tout dépendant de leur, qui sont à haut risque, mais on continue à les suivre dans leurs tests de dépistage, puis ça nous permet de garder un bon lien de confiance avec eux. Fait que dans le fond, on a eu une réduction significative grâce à notre modèle. Ça nous permet d'intervenir rapidement en cas de réinfection. Une innovation qui est simple, c'est efficace, c'est adapté à nos réalités. On travaille en étroite collaboration avec nos partenaires, là, justement, chez la clientèle cible. C'est ça qui fait une force vraiment de l'équipe. Je fais une parenthèse sur l'hépatite B, parce que dans la dernière année, là, on a vu justement que j'ai eu beaucoup plus de dossiers d'hépatite B qui sont arrivés chez nous. Je travaille beaucoup avec la communauté des nouveaux arrivants de l'immigration parce que justement, ils n'ont pas été dépistés avant d'arriver. Ils sont dépistés rendus ici. C'est souvent des zones de choc. Puis c'est de là qu'on s'adapte parce que c'est au point de vue de la communauté, des valeurs, vraiment des coutumes. Il faut vraiment s'adapter. C'est pour ça qu'il faut s'adapter à leur vitesse. Fait que quand on parle d'hépatite B, puis c'est un nombre de chocs, mais là, quand on retourne, tu sais, justement, où c'est qu'il aurait pu prendre des risques, bien là, il faut vraiment accompagner la personne là, dans le psychologique et le social. Parce qu'au point de vue là, de l'hépatite B, les taux de prévalence, moi, je les questionnerais parce qu'il y en a beaucoup qui sont juste pas dépistés. Fait que possiblement que dans les futures années, on va voir des chiffres qui vont être à la hausse au point de vue du Canada. Alors, on a une demande croissante des prises en charge du réseau médical ou du communautaire parce que justement, manque soit le médecin pour avoir accès à un traitement. Fait que c'est de ce côté-là souvent que justement, vu qu'on a un médecin chez nous de façon très disponible, alors c'est plus facile pour nous. On a quand même engagé une nouvelle infirmière auxiliaire là, en septembre 2024 parce que justement, nos besoins sont croissants. Les traitements sont accessibles. On a le FibroScan qui est justement dans nos locaux physiques ou mobiles. Alors, les chiffres clés de notre modèle, vraiment 106 personnes en suivi, 37 nouveaux dossiers, 19 débuts de traitement, 4 guérisons spontanées et le 43 réponses virologiques soutenues qu'on a fait. C'est parce que souvent, les personnes ils ont été dans d'autres régions pour recevoir des traitements puis ils n'ont jamais fait leur dernière prise de sang, voici, ils ont répondu au traitement. Alors ça, c'est important que quand on les a, bien, de le faire. Fait que comme ça, bien, au moins, la personne peut justement vaquer au reste de sa vie en sachant qu'elle a bien été traitée.
Alors, les impacts cliniques mesurables, ben, justement, un manque d'information sur les hépatites, la stigmatisation, puis les tabous freinent beaucoup l'adhésion. La tendance encourageante, mais la vigilance est requise. Les suivis post-traitement sont cruciaux. 43 prises de sang que j'ai fait post-traitement qui n'avaient pas été faites. Fait que, tu sais, je sais qu'on a des savons mouillés, mais je pense qu'il faut mettre un emphase là-dessus de, justement, y aller avec un SVR 4 au lieu de 12. Fait que améliorer les suivis post-dépistage, justement pour les risques, diminuer les taux de positivité de l'hépatite C en traduisant par un effet là, d'action préventive, la réduction des délais entre les dépistages et les traitements. Parce que justement, souvent, c'est long. Pourquoi? Parce que à recevoir le résultat de la prise de sang, tout dépendant des régions, peut prendre de 2 à 4 semaines. Alors, ça, c'est un petit embûche. Alors, nos objectifs, c'est de renforcer l'éducation en prévention, sensibilisation, ainsi que les suivis post-traitement au point de vue des réinfections. On aimerait offrir la vaccination de l'hépatite B parce qu'on est capable de dire que non, il manque de la vaccination. On veut adapter aussi l'offre de nos nouveaux milieux parce que là, on en a de plus en plus, puis on s'adapte à chacun des milieux. Je ne ferai pas la même présentation dans un centre de jour que je vais faire dans un centre de dépendance. Fait que, tu sais, il faut vraiment s'adapter. Et puis, confirmer les statuts de l'hépatite C dès le jour même. Ça aussi, ça serait un de nos points là, qu'on veut avoir dans les prochains temps. Puis, les dépistages universels dans les soins primaires. On a de plus en plus de médecins qu'on essaie de sensibiliser pour qu'ils dépistent toute leur clientèle parce que justement, c'est pas, comme on parlait de l'âgisme, c'est pas la personne âgée de 50 ans qui va parler avec son médecin et dire « Ouais, j'ai des relations sexuelles non protégées ou tu sais, j'ai... » Non, ben non. Fait que on ne regarde pas les facteurs de risque puis on fait juste les dépister puis des fois, on a des belles surprises. En conclusion, notre modèle repose sur l'écoute, la proximité, la confiance. La confidentialité demeure notre priorité. Avec nous, c'est confidentiel, c'est gratuit parce que pour eux autres, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est là qu'on va aller chercher un lien de confiance avec la personne. Nos données 2023-2025 confirment que notre stratégie fonctionne. Fait que le rôle de l'infirmière auxiliaire, ben, c'est un rôle qui est central parce qu'il y a vraiment, vu qu'on est professionnel, il y a un lien de confiance, une constance puis un engagement, puis ils se sentent considérés dans le domaine de la santé, ce qu'ils ne voient pas nécessairement dans les réseaux traditionnels. Alors ça, c'est mes petits slides. J'aime bien ça, là, avoir des petits mémos. Là. C'est guérir, c'est aussi écouter, respecter et soutenir. Chaque personne a son histoire, son rythme, sa réalité. Fait que c'est toujours des petits mémos que j'aime passer. Fait que merci de votre attention. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Donc, pour les questions, on a une question de Catherine Dumont. Dans quel centre de thérapie avez-vous établi le dépistage rapide VHC à l'entrée de la personne? C'est à la maison de Carignan et au centre, l'autre côté de Londres, c'est des centres de 6 mois. Parce que justement, quand je te parlais de 4-4 tantôt, mais on est 6 mois, alors c'est là qu'on a une belle réussite parce qu'ils sont là tout le temps du traitement. Fait que là, ça leur permet de faire leur traitement de dépendance, de faire leur traitement pour l'hépatite C, puis en plus de remettre comme toutes ces choses à jour. Fait que dans les centres de 6 mois, c'est beaucoup plus facile d'établir là, ce contact-là. OK, merci beaucoup. Donc, merci. Alors, ben, pour clôturer les présentations de cette première journée de symposium, nous allons entendre la chef du projet Père aidant à Spectre de rue, Maude Martin, qui nous parle des impacts organisationnels et humains de la charge de l'urgence. Bonjour, bonjour Maude. Allô? Et merci pour quand vous êtes prête, la parole est à vous. Ben déjà, je voulais remercier pour l'invitation. Je vais commencer par une très brève introduction. Pourquoi je vais vous parler de la charge de l'urgence aujourd'hui? C'est tout simplement parce que les burn-out sont fréquents, puis ça n'arrêtera pas non plus, en tout cas, vite comme ça. Sont aussi fréquents dans le communautaire que dans le réseau. Et puis l'objectif de la présentation, je vous l'admets, c'est un objectif personnel. J'aimerais beaucoup que les personnes qui nous regardent en ce moment se questionnent à savoir si elles vivent des choses que moi j'ai vécues. Je vais faire certains liens avec mon burn-out. Moi, j'ai été en arrêt de travail pendant 2 ans. Ça a été une longue voie vers le rétablissement. Donc, c'est ça, j'aimerais que les personnes, s'il y a des gens qui se reconnaissent, j'aimerais vraiment beaucoup inciter les gens à aller chercher
de l'aide le plus rapidement possible. Si je vais vous donner quelques exemples un peu de trucs que moi j'ai vécu au fur et à mesure là, de ma présentation. Puis je suis bien ouverte aussi pour les questions à la fin si jamais il y a des gens qui ont des questions sur mon vécu. Pour ce qui est de l'urgence, on a l'urgence ponctuelle et l'urgence chronique. L'urgence ponctuelle, c'est une situation qui est exceptionnelle, dans le fond, qui est imprévue et limitée dans le temps. Ça va arriver de façon soudaine, ça va avoir une durée qui est courte, ça va demander une mobilisation rapide des ressources. Par exemple, là, je m'adresse à ceux qui sont un peu plus familiers là, avec les services de consommation supervisée, mais pour ceux qui sont familiers avec la FCI, qui est comme le système informatique qui permet d'enregistrer les gens pour aller dans la salle de consommation, si ta FCI plante, ta journée va être vraiment compliquée. Ça, c'est une urgence qui est à gérer tout de suite. On va aussi avoir les crises médicales, donc les surdoses, par exemple. Ça va être une urgence ponctuelle. Tandis que ça peut devenir une urgence chronique aussi. L'urgence chronique, c'est l'état. Pour continuer avec l'urgence chronique, ça va être un état où la notion d'urgence devient constante, répétitive, presque structurelle. Elle va se répéter ou perdurer dans le temps. Elle peut être due à plusieurs choses. En fait, elle peut être due pour un manque de ressources, un manque d'organisation adéquate ou à une surcharge de travail. Ça épuise les équipes, ça réduit la capacité à prévenir ou à planifier. Par exemple, pour garder l'exemple du service de consommation supervisée, l'urgence peut devenir chronique s'il y a plusieurs surdoses à tous les jours. S'il y en a tout le temps sans arrêt, ben, à un moment donné, c'est plus juste ponctuel, c'est chronique. Dans le fond, on va dire que, excusez-moi, l'urgence ponctuelle est un événement isolé, exceptionnel. L'urgence chronique est un état permanent qui s'installe avec le temps. Pour ce qui est de la charge de travail, il y a la charge de travail qui est réelle et la charge de travail perçue. Là, vous m'excuserez, j'ai eu une petite erreur dans mon PowerPoint. J'ai inversé perçu et réel. Dans le fond, pour la charge de travail réelle, va être l'ensemble objectif des tâches à accomplir, du temps requis, des ressources nécessaires. Elle peut être mesurée. Donc, une infirmière qui a un certain nombre de patients à voir dans une journée, certains dossiers à remplir, des heures de travail planifiées. Ça va dépendre de l'organisation, des effectifs disponibles et des contraintes matérielles. Par exemple, une travailleuse sociale en CRD voit 5 patients sur un chiffre de 8 heures. Ça, c'est une charge de travail qui est réelle. La charge de travail perçue, c'est comment qu'une personne ressent et évalue subjectivement sa charge de travail. Fait que la charge de travail peut être plus élevée ou plus faible que la charge réelle. Ça dépend vraiment comment que la personne l'aperçoit. Ça peut dépendre du niveau de l'expérience de la personne, de son niveau de fatigue, du soutien de son équipe, du stress, de son état émotionnel. Puis pour reprendre l'exemple des travailleurs sociaux en CRD, dans le fond, un TS, en fait 2 TS avec la même charge de travail peuvent l'apercevoir complètement différemment. Ce qui veut dire qu'un TS va être complètement débordé, tandis que l'autre va trouver sa charge de travail très gérable. Là, tout ça, dans le fond, mène à mon erreur, qui est la charge de travail réelle, c'est ce qui est objectivement mesurable, et perçu, ce qui est subjectivement ressenti. Les impacts organisationnels, là, on va parler de désorganisation des priorités. On va être beaucoup dans la réaction au lieu de la planification. Il y a des projets préventifs puis structurés qui vont inévitablement être mis de côté. Possible baisse de qualité des services offerts. Il va y avoir des erreurs fréquentes, une surcharge cognitive pour les équipes. Ça va devenir une espèce de travail à la chaîne, passer les gens le plus vite possible pour en passer le plus possible, ce qui fait que, ben, en bout de ligne, on perd sur la relation humaine. La perte en efficience, c'est l'épuisement des ressources. Par ressources, je veux dire bien sûr le staff.
Il va y avoir un gros roulement des ressources aussi. On le sait, là, tous les congés maladie, tout ça, ça donne souvent lieu dans dépendamment dans quel milieu de travail qu'on est, quel type de service on offre, mais ça peut donner lieu à, mettons, des listes de rappels qui sont vraiment fastidieuses. Puis, bon, il va y avoir un taux d'absentéisme élevé aussi. Sinon, possible tension interprofessionnelle, le climat de travail va être détérioré, puis il risque d'avoir beaucoup de gestion de conflits à faire. Les impacts humains, effets sur la santé mentale, c'est là que j'en viens un peu plus, peut-être avec les liens avec moi, ce que j'ai vécu. Effets sur la santé mentale, on va parler d'anxiété, de troubles du sommeil, d'isolement. J'étais tellement anxieuse que je dormais plus, en fait. Puis pour ce qui est de l'isolement, je voyais plus mes amis. J'évitais de parler à mes parents. Sentiment d'impuissance ou d'inefficacité, ne plus avoir le temps de bien faire les choses. La période de temps, en fait, avant mon arrêt de travail, j'étais dans les demandes de subventions, puis je passais tout mon temps là-dessus, ce qui fait qu'en bout de ligne, j'avais plus le temps de m'occuper de mon équipe. Donc, faut que tu fasses des choix parce que tu n'es plus capable de bien faire les choses puis de mettre le bon temps, le temps adéquat pour tout bien faire, tu sais. Perte de sens, démotivation, désengagement. Les gens qui me connaissent savent à quel point j'adore ma job. Puis, c'était plus tout à fait le cas, là, rendu à la fin. Là. J'avais vraiment beaucoup de difficultés. Là, je l'ai ressenti très fort, la démotivation puis le désengagement. Puis l'épuisement professionnel, éventuellement, ça va mener à ça. On parle de symptômes physiques, émotionnels, cognitifs. Émotionnel, je pleurais sans arrêt. Cognitif, c'est quelque chose. Cognitif, j'étais rendue, fallait que j'écrive absolument tout sur des post-it et que je perde pas mes post-it parce que sinon, j'étais faite. J'avais plus la capacité de retenir les informations que j'avais avant et ça, d'ailleurs, c'est toujours pas revenu. Je suis encore madame Post-it et j'ai encore besoin d'aide pour me souvenir beaucoup. Je le sens, mais cognitivement, j'ai vraiment changé beaucoup depuis mon burn-out. Pour ce qui est des symptômes physiques, moi, personnellement, c'est la chose qui m'a le plus surprise. Quand j'ai commencé à plus en apprendre sur l'épuisement professionnel, je me suis levée un lundi matin pour aller travailler. En fait, c'est là que mon arrêt est arrivé. Je me suis levée un lundi matin pour aller travailler, normalement. J'avais le pied ultra enflé, extrêmement douloureux, pas capable de marcher. Il a fallu que mon chum court pour me trouver une canne, pendant que moi, j'essayais de me trouver un rendez-vous dans une clinique. Et tu sais, là, puis moi, c'était mon pied, mais je comprends pas, je me suis pas blessée, je suis pas tombée, il n'est rien arrivé. En fait, un coup rendu dans le bureau de l'infirmière, c'était ça le problème, c'était ma tête, c'était pas mon pied. Sinon, les facteurs détériorants, tu sais, j'essaye d'aller vite. On est bon. Ouais, Donc, moi, c'est bon. OK, j'essaie d'aller vite. 5, les facteurs détériorants. Alors, culture de la performance et de l'urgence, ça on le sait. Manque de ressources humaines ou matérielles pour les organismes. Manque ou absence de reconnaissance. La reconnaissance, ça peut être du milieu de travail, des autres instances, au niveau politique aussi. Le système est mal adapté aux réalités du terrain et le financement de nos organismes est vraiment inadéquat. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Martin plus tôt, le financement par projet et non le financement à la mission, c'est excessivement épuisant, le financement par projet. 6, des pistes de solutions. Au niveau organisationnel, révision des processus et des priorités dans les organismes. Soutien au personnel, fait qu'à la gestion de crise, à la gestion du temps. Tout ça, ça peut se faire en réunion individuelle ou en réunion d'équipe. Et je peux pas assez pousser là-dessus, mais
des espaces de dialogue pour le personnel, des ressources, c'est extrêmement important. Euh, donc, c'est ça, réunions individuelles avec ton cours d'eau, des réunions d'équipe, des supervisions cliniques groupales ou individuelles. C'est vraiment une chose, je pense qu'il faut vraiment prioriser. De la formation continue aussi, notamment sur la gestion du stress, ça peut pas nuire. Au niveau individuel, j'ai envie de commencer par développer davantage sa capacité d'introspection. C'est pas simple, ça se fait, c'est toujours en mouvance, faut toujours améliorer ça. Mais je pense que ça commence là. La prévention du burn-out, c'est vraiment de développer davantage sa capacité d'introspection pour reconnaître ses limites personnelles et ensuite savoir reconnaître les symptômes de l'épuisement professionnel. Puis merci beaucoup. Mais merci à vous, Maud. Merci pour ce partage aussi de votre expérience personnelle puis de votre présentation. Je regarde si on a des questions. Non, on n'a pas de questions. Et bon, merci à vous trois pour ces présentations très instructives, faut l'avouer. Maintenant, on passe au panel de... Est-ce que je peux avoir la petite manette, s'il vous plaît? Merci. Maintenant, on passe au panel de discussion. C'est sûr, on le voit au travers de vos différentes présentations. Il y a une certaine situation sur le terrain avec à la fois des conséquences sur les employés, mais aussi sur les bénéficiaires. On a l'impression qu'il y a une certaine ligne rouge qui s'approche continuellement et une sorte d'un élastique qu'on tire dessus, on tire dessus. Question, pensez-vous tenir combien de temps comme ça? Elle est où la limite? Parce que j'ai l'impression d'être au bord de la falaise, puis il y a à moitié un pied dans le vide. Puis ma sous-question dans tout ça, c'est aussi est-ce qu'il y aurait un besoin davantage de mobilisation du milieu communautaire, soit par des, je sais pas, mobilisation citoyenne, je veux dire dans la rue ou autre, parce qu'on entendait un peu la sourde oreille des gouvernements ou autres. Donc voilà, si vous voulez réagir à ça. Personnellement, je veux pas penser qu'on a un pied dans le gouffre et un dehors parce que je trouve ça vraiment défaitiste. J'essaie de garder de l'espoir. Donc, je dirais pas ça comme ça. Moi, je pense que la mobilisation, ce serait vraiment important. Mais tu sais, ça prendrait vraiment des grosses mobilisations là, pour vraiment que, au niveau politique, ils comprennent. Rendu là, j'ai pas de solution magique. Je sais pas si vous voulez. Excellente question, puis merci aussi, Maud, pour ta présentation. Je, je- Définitivement que le statu quo ne pourra pas durer très longtemps. Il faut amorcer des changements. Il faut que les mouvements de la communauté aient de la reconnaissance, mais de la vraie reconnaissance aussi pour faire nos actions sur le terrain, aussi différentes et connectées soient-elles. Et il faut aussi je pense, soigner les soignants. Donc, il faut avoir une vision où l'encadrement, l'accompagnement, aussi des équipes de travail, des équipes traitantes, on doit y accorder une importance, mais une grande importance. Dans nos mouvements, dans notre temps, on nous met dans un moule qu'un travailleur, travailleuse doit travailler tant d'heures sur le terrain, alors qu'on a besoin de moments d'équipe, on a besoin de moments de ressourcement, on a besoin de moments avec notre communauté aussi, donc faire des activités aussi. Au risque de me répéter, les mouvements communautaires, on n'est pas que là pour donner des services, on est là pour être avec, pour faire de la transformation sociale et on a besoin d'être avec notre gang aussi. Donc, on doit changer un petit peu, selon moi, à mon humble avis, notre façon d'aborder même la façon qu'on nous
commande ou qu'on nous donne une commande aussi, si on veut durer et si on veut garder nos personnes compétentes, avec de l'expérience, si on veut les garder dans une stabilité. Il y a toute la précarité aussi, hein. On finance par les projets. Les projets, ils ont une fin. Ça crée du stress chez notre gang aussi. Donc, il faut sortir de ça, selon moi, si on veut réussir à monter une marche. Mettons qu'on le prend comme ça, il faut absolument, je pense, dans une avenir rapprochée, monter cette marche-là et puis avoir cette reconnaissance-là pour les actions. On est sur le terrain, là, mettons qu'on se met tout ensemble, on est là 24 heures, 7 jours, tout le monde, toutes les équipes différentes sont sur le terrain. Donc, on doit avoir cette reconnaissance-là, à mon avis. Est-ce que Maud, vous voulez rajouter quelque chose? Je dis la même chose, la reconnaissance. Parce que, tu sais, justement, on est là, on a l'expertise, on a les connaissances, on a le lien de confiance. Là, le réseau, ou même plus haut, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont plus capables, c'est à nous qui envoient. Mais là, nous, ça nous surcharge, ça amène un stress parce que nous, on est là, puis on veut donner des services pareils parce qu'on touche une personne. C'est pas, tu sais, c'est important, l'être humain. Puis, ben là, c'est là qu'on se retrouve à une surcharge parce qu'on n'est pas reconnu, mais on va le faire pareil. Est-ce qu'on devrait arrêter de le faire? Possible, mais c'est parce qu'on a ben trop la conscience communautaire de dire, ben c'est parce que, tu sais, pourquoi je refuserais de le prendre parce qu'il me vient du réseau? C'est un être humain. Tu sais, fait qu'on est dans quand tu disais tantôt, tu sais, la ligne, tu sais, le pied dans le gouffre, le pied non, mais tu sais, on en est là parce que, tu sais, justement, pour être capable de répondre à notre mission, mais encore là, il faudrait être reconnu aussi d'un point de vue financier puis de recevoir ce qu'on a selon notre mission pour être capable justement de le faire puis d'avoir le personnel adéquat et bien formé puis bien soutenu aussi dans tout ça, là. Fait que, tu sais, je pense qu'on en est là, de côté, là. Pour la mobilisation, ce serait vraiment le mot reconnaissance, là, il est vraiment important. J'ai peut-être une petite question qui nous est venue en dernière minute. Merci pour vos réponses d'ailleurs. Une petite question qu'on m'a envoyée. Urgence ponctuelle versus urgence chronique. Comment vous avez géré pour mieux faire face à ces deux types d'urgence? Est-ce que vous avez une meilleure connaissance pour y faire face? De la part de Yami Morin. Personnellement, oui. J'ai oui, j'ai pas le choix, tu sais, quand je parlais aussi là voyons, j'ai perdu mon idée. Ah, ah ben. Dans le fond, quand je parlais de, capacité d'introspection, tu sais, je me suis toujours trouvée pas trop mal, mais le burn-out a fait en sorte qu'il a vraiment fallu que je step up encore plus. Puis il a fallu que je m'informe par moi-même sur ces choses-là. Parce que je voulais comprendre c'est quoi qui m'est arrivé, tu sais? Moi, je ne savais pas la différence entre une chronique ponctuelle, tu sais? Mais il a fallu que je m'informe, en fait. Puis maintenant, je fais très bien la différence et je mets mes limites aussi quand c'est le temps. Je suis plus, il y a plus le feu tout le temps comme avant, tu sais? Mais ça, c'est moi qui me l'impose. Ok, merci beaucoup. Alors, on a quelques petites questions pour la fin du panel. En tant qu'employé, quels sont nos outils, nos moyens lorsque la gestion du milieu de travail est déconnectée et participe à l'épuisement des employés? Qui veut y répondre? Oh, ça, c'est une bonne question. Ensuite à la présentation de Maud, mais C'est tout le monde peut, ah, tout le monde peut y répondre en soi. moi, j'ai envie de dire qu'il y a des services qui existent comme pour ça. Je ne sais pas exactement comment les nommer, mais il y a des gens qui font ça, tu sais, des espèces de lac à l'épaule, qui vont animer, que le but, c'est de revoir les priorités de l'organisme, de tout essayer de travailler la cohésion, de l'organisme. Je ne sais pas si ça répond, mais Mais
Oui, mais moi, je suis super d'accord avec ça. Tu sais, il y a aussi toute la supervision, les espaces de dialogue, les espaces dans les équipes de travail, selon moi, qui est dans le travail qu'on fait, qui est essentiel pour moi. Donc, de la supervision individuelle, la supervision de groupe. Il doit y avoir, selon moi, plusieurs formes de soutien et du soutien personnel. Quand on va moins bien, aussi avoir des programmes ou avoir tu sais, des assurances pour aller voir consulter un professionnel pour nos vies. Tu sais, des fois, on fait la ligne est mince entre nos vies personnelles, professionnelles, toutes des fois est un peu mélangée. Donc, on a besoin des espaces comme ça, mais dans le travail, selon moi, à mon humble avis, on a besoin également des espaces de supervision clinique, de soutien par les pairs, avec des superviseurs, donc avec plusieurs modèles finalement. Et puis pour moi, ça ne règle pas tout, mais c'est définitivement un espace ou du moins un espace d'échange où les gens peuvent se déposer. Et encore, faut-il que cet espace-là soit sécuritaire, mais idéalement, il devrait avoir des espaces où les gens peuvent se déposer cliniquement dans leurs réflexions, dans ce qu'ils ont vécu. Selon moi, c'est nécessaire pour faire notre travail. Ah oui, Oui. vraiment. Puis aussi Moi, je- Stéphanie qui est avec nous. Oh, pardon. Ben, en fait, c'est juste que c'est exactement ça. M- Mais je trouve aussi que c'est intéressant des fois quand que, admettons, là, ça va être peut-être un petit peu fort comme mot, là, mais tu sais, je veux dire, quand c'est comme la structure un peu qui est comme gangrénée, puis que, tu sais, les boss en font partie ou, tu sais, bon, puis que ça va pas très bien, des fois, aller voir un avis extérieur, en fait. Tu sais, les supervisions cliniques, c'est pas obligé nécessairement d'être un cours d'eau qui les fait. Ça peut être, tu sais, il y a Médecins du monde, par exemple, qui en offre, tu sais, ça peut être quelqu'un d'externe qui vient. On a Stéphanie qui est toujours avec nous en ligne. Est-ce que Stéphanie, vous voulez rajouter ou quoi? Ben oui. C'est parce que Non, je suis d'accord avec tout ce qui se dit. D'accord. Bon, ben super. Donc une autre question, toujours suite à la présentation de Maud, mais tout le monde peut réagir. Comment tu jongles le fait que notre job nous confronte à certaines des choses les plus dures, mais que c'est aussi ça le travail? De Maxime Caron. Euh, Moi, j'avoue que c'est pas ce qui m'a brisé, si je peux utiliser ce terme-là. Ce qui m'a brisé, c'est vraiment tout ce qui est la recherche de financement, courir après les scènes, essayer que un projet soit reconduit, essayer que personne perde sa job. Moi, c'est vraiment ça qui m'a plus brisée. C'est pas tant mes interactions avec les personnes ou la lourdeur du vécu des gens, dans le sens où ça fait déjà quelques années que je suis plus en intervention directe à cause de ça. Fait que ça fait déjà quelques années que j'ai choisi de me protéger. Je me trouvais moins tough. J'ai décidé de me réorienter pour éviter justement comme que ce soit trop à un moment donné, tu sais. C'est vrai ça, les coordonnateurs, puis les gestionnaires, puis les directeurs, ils ont de plus en plus de tâches justement à remplir tout le temps des formulaires, justement, des demandes de subventions sont surchargées. Fait que, tu sais, veut pas, ben, s'ils sont juste consacrés à ça, ben, ils sont pas, ils font pas leur mission première qui est d'être sur le terrain parce que justement, ils sont bien trop là, à remplir toutes sortes de formulaires qui n'arrêtent plus, là. D'accord, merci beaucoup à vous 3, vous 4 pardon, pour ces belles discussions. C'est ce qui met fin donc, à cette première journée du symposium, La résilience comme métier, le milieu communautaire face aux crises sociales contemporaines, organisé par le Portail VIH/SIDA et le CAPAC. Avant de se quitter, j'aimerais remercier on peut applaudir effectivement. Heu, Avant de se quitter, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes qui sont venues aujourd'hui pour faire leur présentation et j'invite tout le monde à répondre au formulaire d'évaluation en scannant le code QR. Alors, hop. Ah non, en fait, oui, on a aussi une petite vidéo que j'ai totalement, on va passer il y a une petite vidéo qui mérite,
la peine avant de se dire au revoir, d'être écouté. Donc une petite vidéo, une courte capsule vidéo avant ça. Salut! Connaissez-vous le projet C? C'est notre réponse communautaire en esprit pour accompagner les personnes qui vivent avec l'hépatite C. Notre mission? C'est super simple, c'est de rendre le dépistage, le traitement et la guérison accessibles à tous, peu importe où vous êtes ou votre situation. On sait que les obstacles peuvent sembler insurmontables parfois. Distance géographique, la barrière administrative, les défis psychosociaux. Mais devinez quoi? On est là pour les faire tomber, ces barrières-là. Concrètement, on fait quoi? Des accompagnements personnalisés, du transport pour les rendez-vous médicaux, du soutien psychosocial, on distribue du matériel de prévention, on donne un coup de pouce alimentaire lors du traitement, on est là pour aider pour la recherche de logement. Puis le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va être capable de guider la personne dans les bonnes ressources grâce à notre super réseau de partenaires. Du diagnostic jusqu'à la planification de traitement, on reste là pour accompagner la personne dans ses démarches. Puis d'ailleurs, on a quelque chose de vraiment cool et qu'on est super fiers. Avec nos partenaires, on a créé un projet de dépistage en milieu carcéral qui a fait vraiment une différence. Lors de notre dernier événement, c'est 178 personnes qui ont été testées, 97 dépistages complets qui ont été faits avec une infirmière spécialisée, puis il y a 3 traitements qui ont été commencés en détention grâce à ça. Le projet C, c'est plus qu'un service, c'est un organisme qui est là pour soutenir les personnes qui vivent avec l'hépatite C. Parce que tout le monde mérite d'avoir accès à des soins de qualité. Est-ce que vous avez des questions? Vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin de notre aide? N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Alors, le site web du projet C ou le numéro de téléphone. Notre numéro de téléphone. Qui est le 873 257 07. Bonne journée! Donc, comme je disais avant la capsule vidéo, je remercie à nouveau toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui. Merci pour vos témoignages, vos présentations. J'invite tout le monde à répondre au formulaire d'évaluation en scannant le code QR qui s'affiche pour les personnes en ligne et sur papier également pour les personnes qui sont présentes physiquement. N'oubliez pas la deuxième partie de ce symposium qui aura lieu le 30 octobre prochain sous le même format qu'aujourd'hui, de 13h à 16h30. Et sur ce, je souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci.
Parler, oui? Je pense que oui. Merci! Ça va. On peut partir, on est libéré?